Il faudrait un homme sans guerre, mais nous travaillons activement à une guerre sans hommes. Comment les technologies du XXIe siècle changent-elles les règles du jeu et pourquoi cela pourrait-il ne pas se terminer comme nous le pensons ? Imaginez qu'un satellite ait détecté le mouvement d'une colonne de véhicules 1 minute avant que le conducteur du premier véhicule ne démarre le moteur. Et l'intelligence artificielle a déjà comparé ce mouvement à des milliers d'images précédentes, a trouvé ce qu'elle appelle une anomalie de changement et a envoyé les coordonnées. Et quelques minutes plus tard, un drone kamikaze d'une valeur de 500 $ vole déjà en direction de la colonne. Un char d'une valeur de 5 millions brûle. Il brûle. Ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction. C'est un mardi ou un mercredi sur n'importe quel front moderne. Aujourd'hui, je veux parler de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Pas de politique, pas de qui a raison ou tort, mais de la façon dont la nature même de la guerre change sous nos yeux. Plus vite que les manuels des académies militaires ne changent. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, je vais vous poser une question à laquelle l'humanité n'a pas encore de réponse. Mais avant d'aller plus loin, j'ai 3 histoires à vous raconter. L'une d'elles concerne un général qui s'est couvert de honte devant toute la Grande-Bretagne, mais qui a pourtant écrit un texte qui, 3 ans plus tard, s'est révélé presque prophétique. Je vous en parlerai un peu plus tard, et ce sera assez inattendu. Mais commençons par le ciel. Des yeux qui ne dorment jamais. Il y a encore 20 ans, le renseignement par satellite était un jouet réservé à quelques élus. Les États-Unis, la Russie, peut-être encore quelques autres pays. L'image mettait des heures à arriver, analysée par des experts, puis les généraux décidaient. C'était une histoire lente, coûteuse, bref, ce qu'on appelle une affaire d'élite. Et aujourd'hui, oui, tout est complètement différent. Les constellations de satellites commerciaux comme Starlink, Maxar, Planet Labs et des dizaines d'autres photographient la planète non pas une fois par jour, mais littéralement en continu. La résolution est telle qu'on peut voir, tout simplement un véhicule isolé. Et surtout, ces données ne sont pas accessibles qu'aux États. Les journalistes, les analystes, les chercheurs civils peuvent aujourd'hui voir dans des sources totalement ouvertes ce que seul l'état-major général pouvait voir auparavant. Cela a détruit une chose très simple. Le secret. Le secret. Avant, on pouvait cacher la préparation d'une offensive. Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est presque impossible. Tout déplacement massif de matériel est visible depuis l'espace en quelques heures, pas en quelques jours. Et c'est là qu'entre en jeu la deuxième partie de l'équation. Ce n'est pas une arme, mais un système nerveux. Quand les gens entendent parler d'intelligence artificielle à la guerre, ils imaginent un robot avec une mitrailleuse, un genre de Terminator. Ce n'est pas la bonne image. La véritable révolution ne réside pas dans le robot, elle est dans la vitesse d'analyse. L'intelligence artificielle est aujourd'hui intégrée au cœur même du renseignement. Il n'attend pas qu'une personne regarde l'image. Il compare des millions d'images en quelques secondes. Il trouve ce qui diffère d'hier, ou d'il y a 1 heure, ou d'il y a 1 minute. Un nouveau trou, du matériel déplacé, un changement dans la densité du feuillage au-dessus d'un abri. Et immédiatement, sans délai, il transmet un signal d'alerte. Pour l'instant, à la personne qui prend la décision. Je souligne pour l'instant. Cela s'appelle la détection d'anomalies. La machine ne comprend pas la guerre. Elle ne comprend qu'une seule chose. Ça ne ressemble pas à ce qu'il y avait il y a 10 minutes. Et cela suffit pour repérer, parmi 1000 km², l'endroit précis où quelque chose se passe. Avant, un commandant avait des heures pour se cacher. Aujourd'hui, il n'a que des minutes. Et demain, il se peut qu'il n'ait même plus 1 minute. Et c'est là qu'il y a un tournant inattendu que beaucoup manquent. Plus il y a de technologie sur le champ de bataille, moins il y a de mouvement. Je ne me suis pas trompé. La logique est paradoxale. Si tu es visible de partout, par satellite, par drone de reconnaissance, par des capteurs acoustiques, alors tout mouvement équivaut à un suicide. Les percées de chars qui décidaient des guerres du XXe siècle. Le saillant de Kursk, là, l'opération Citadelle, le Blitzkrieg. Aujourd'hui, cela devient un moyen de perdre rapidement du matériel. Le paradoxe du XXIe siècle se formule ainsi. Plus la guerre est technologique, plus elle est statique. Les armées n'avancent pas en avalanche, elles s'enterrent. C'est une guerre de drones et satellites, sans blitzkrieg hollywoodien, mais avec des tranchées, comme durant la Première Guerre mondiale. Mais il y a des caméras au lieu des baïonnettes.
D'ailleurs, un général ukrainien a écrit exactement cela. Mais j'en parlerai un peu plus tard, comme je l'ai promis. Sans drone, une armée d'une seule lettre. Le mot drone signifie aujourd'hui à peu près tout. Ce n'est pas un seul type d'arme, c'est tout un écosystème de rôles. Il y a le drone de reconnaissance qui fait simplement du surplace et observe. C'est comme les yeux de l'unité. Il y a aussi le drone kamikaze. Il y a un drone qui vole vers la cible et explose en se détruisant. C'est une alternative bon marché à un obus anti-char. Il y a un drone bombardier qui largue une charge et revient en chercher une autre. Il y a un drone relais, un transmetteur, qui fait simplement passer le signal à d'autres drones, c'est-à-dire là où la connexion manque ou est difficile. Il existe des drones maritimes, des vedettes sans équipage, qui ont déjà modifié plusieurs fois l'équilibre des forces en mer Noire. Là où formellement, une partie du conflit n'a pas du tout de flotte militaire, l'autre en possède une. Et elle coule. Et récemment, une nouvelle catégorie de drones est apparue, reliée par un câble à fibre optique. Ça semble être un pas en arrière, non ? Retour au XIXe siècle. Le télégraphe, pas sur l'eau. Mais en réalité, c'est une réponse géniale aux moyens de guerre électronique. Si le signal ne peut pas être brouillé. Pourquoi ? Parce qu'il passe par un câble physique et non par une onde radio. Alors le drone devient invulnérable aux brouilleurs. La technologie du XXIe siècle est protégée par la technologie du XIXe siècle. Et c'est ça le plus intéressant. C'est le plus intéressant. Les tactiques qui fonctionnaient il y a 10 ans ne marchent plus aujourd'hui. Pas parce que le fusil est devenu plus puissant, mais parce que le champ de bataille est devenu transparent. Retenez bien cela. La transparence du champ de bataille. La furtivité est morte. Toute la tactique militaire des 3000 dernières années reposait sur la furtivité, la surprise, la manœuvre et le coup porté là où on ne s'y attend pas. Mais si l'ennemi te voit en permanence, eh bien, quelle surprise pourrait-il y avoir ? Elle n'existe pas, il faut donc une tactique différente. La guerre des petits groupes. Qu'est-ce qui vient remplacer cela ? Plusieurs choses à la fois. Premièrement, la dispersion. Au lieu d'une grande colonne, 10 petits groupes qui ne craignent pas d'anomalies, sur lesquels l'intelligence artificielle ennemie pourrait repérer. Deuxièmement, c'est la saturation. De plus, si un drone bon marché peut être abattu. Il n'y en a pas qu'un, mais 50 ils ne coûtent pas cher. Certains seront abattus, d'autres toucheront leur cible. C'est ça, les mathématiques de la guerre. Troisièmement, la quête d'une nouvelle invisibilité. Il ne s'agit pas de se cacher des yeux humains, mais de tromper l'algorithme. C'est terriblement amusant. Aujourd'hui, les ingénieurs militaires apprennent littéralement au camouflage à tromper non pas l'œil humain, mais le réseau neuronal. Ils peignent les équipements pour les rendre invisibles au système de vision par ordinateur. Et quatrièmement, le plus important, l'adaptation rapide prime, le temps compte plus que la force de frappe. Celui qui détecte, reconnaît et réagit le plus vite gagne le duel, même avec une arme plus faible, car l'autre camp n'aura pas le temps d'utiliser sa puissante arme. Si ce que je vous raconte vous fait voir les actualités d'un autre œil, s'il vous plaît, mettez un like. Cela aide vraiment la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de ce sujet et d'autres. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, j'ai un abonnement payant à seulement 4 $. Chaque mois, j'aborde ces sujets en détail, sans censure ni contrainte d'algorithme YouTube. Tous les liens sont en description. Voici l'histoire promise. Le général qui a dit la vérité. À l'automne 2023, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes de l'époque, Valery Zaloujny, a publié dans le magazine britannique The Economist un essai intitulé « La guerre d'opposition moderne et comment la gagner ». C'était sans doute la première fois qu'un commandant en chef d'une grande armée reconnaissait ouvertement devant le monde entier qu'il n'y aurait pas de blitzkrieg, parce que cela était impossible. La guerre s'est transformée en une guerre de position. La guerre est devenue semblable à celle de la Première Guerre mondiale. Mais au lieu des barbelés, il y a maintenant des drones. À la place de la reconnaissance d'artillerie, il y a des satellites et la guerre électronique. Zaloujny a écrit clairement « L'efficacité des obus occidentaux de haute précision guidés par GPS comme l'Excalibur par exemple est passée de 70 à 6, pas de 70 à 60 mais de 70 à 6 en seulement quelques mois, parce que la Russie a appris et a perfectionné les moyens de brouillage du signal.
Comme on dit, à chaque astuce sa parade, n'est-ce pas? Mais cette méthode précise est rapidement devenue obsolète. Et toute concentration de troupes était détectée et prise sous le feu avant même d'avoir le temps de se déployer pour l'offensive. Ressentez-le encore une fois. Toute concentration de troupes prêtes à attaquer l'ennemi était détectée et prise sous le feu avant même d'avoir le temps de se déployer pour l'offensive. Et c'est justement ce paradoxe dont je parlais plus haut. Plus de technologie, moins de mouvement. Zalwini a en fait constaté la mort de la manœuvre classique, la mort de la tactique classique. Il l'a dit comme ça, c'est fini. Tout était différent maintenant. Il a même dit « Je connais le jour où cela s'est produit ». Je suis certain qu'il le sait. Plus tard, alors ambassadeur d'Ukraine à Londres, il a aussi pris la parole à Chatham House, prestigieux institut britannique des relations internationales. Il y a de nouveau soulevé cette question, mais cette fois, le public n'a pas répondu présent, à son grand regret. Ce ne sont pas ses idées actuelles qui ont le plus attiré l'attention, mais son anglais. Mais le fond de son intervention était le même. Les technologies n'ont pas simplement ajouté de nouvelles armes. Elles ont changé la grammaire de la guerre. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul à l'avoir remarqué. Au printemps de cette année, le magazine The Economist est revenu sur ce sujet dans un nouvel article, où il a constaté que les dirigeants des superpuissances, croyant toujours que les armes modernes sont capables de porter un coup d'arrêt rapide, et ils ont qualifié cela d'erreur fatale. Une erreur fatale. Les auteurs de l'article parlent de la soi-disant zone de destruction, c'est-à-dire un territoire saturé de drones des deux camps, où le fantassin vit littéralement à l'intérieur d'un jeu vidéo mortel, où il est la cible et non le joueur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il a cessé d'être un joueur, il est devenu une cible, traqué. Prenons une minute pour nous éloigner des faits et nous permettre un peu de fantaisie. Mais ces fantasmes sont basés sur ce qui se passe déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, un drone a encore besoin d'un opérateur. Un homme regarde l'écran, un homme prend la décision de tirer ou de ne pas tirer. C'est le dernier fil qui relie la guerre à la morale humaine, avec le doute humain. Avec l'humain, et si c'était une erreur? Et si c'était les nôtres? Et si? Que se passera-t-il quand ce fil disparaîtra? Il existe déjà aujourd'hui des prototypes de systèmes de combat entièrement autonomes. Des systèmes terrestres, aériens, aquatiques et même rampants, qui détectent eux-mêmes la cible, la classifient eux-mêmes et prennent eux-mêmes la décision d'attaquer. Sans intervention humaine en temps réel. Ce n'est pas de la science-fiction, mesdames et messieurs, cela est déjà en cours de test. La seule question est de savoir quand et à quelle échelle. À quelle échelle cela deviendra la norme et non l'exception. Et c'est là que je voudrais vous poser une question qui me préoccupe depuis assez longtemps. Quand ce n'est plus un homme qui devient soldat, mais une intelligence artificielle autonome. Qui, est programmé pour tuer, n'est-ce pas? Tuer une certaine catégorie de cibles. Détruire. Qu'est-ce qui empêche ce système, en cas de défaillance, de piratage ou d'erreur d'apprentissage, de commencer à attaquer non pas l'ennemi, mais tout ce qui bouge? Y compris les siens. Y compris les civils, y compris en théorie absolument tout le monde. Ce n'est pas la paranoïa d'un scénariste de roman de science-fiction. C'est une question technique tout à fait réelle. Aujourd'hui, des ingénieurs, éthiciens militaires, spécialistes de la sécurité et de l'IA discutent sérieusement de cette question. Un système entraîné à reconnaître une menace peut se tromper. Eh bien, il peut se tromper sur ce qui constitue une menace. Et pour qui cela représente-t-il une menace? Et s'il y a des milliers de ces systèmes? Ils interagissent entre eux sans intervention humaine, dans la chaîne de prise de décision. Une erreur peut passer d'un problème local à quelque chose de bien plus grave. C'est effrayant d'y penser. Elle peut commencer à se propager en cascade. Je ne dis pas que cela va arriver, je dis que ce n'est pas impossible. Voilà pourquoi il faut en parler dès maintenant, et non après que cela arrive. Mais je ne veux pas vous laisser sur cette note inquiétante, parce qu'il y a un autre aspect dans cette histoire, le bon côté. Et nous y sommes justement arrivés. Parce que cette même technologie, qui pourrait théoriquement devenir incontrôlable, sauve déjà des milliers de vies aujourd'hui.
L'intelligence artificielle qui détecte des anomalies sur le champ de bataille détecte également les positions de mortiers avant qu'elle n'ouvre le feu sur un immeuble résidentiel. Et elle sauve des civils, pas seulement des militaires. Le drone de reconnaissance, autrefois piloté par un hélicoptère risqué, vole désormais sans intervention humaine. Et chaque vol de ce type signifie qu'une vie humaine n'est pas exposée à un danger mortel. La transparence satellitaire, dont nous avons parlé au début, rend presque impossible la dissimulation des crimes de guerre. Le monde voit aujourd'hui ce qui était autrefois ignoré. Et ce qui est particulièrement important, c'est que ce sont précisément les technologies, la surveillance et l'analyse qui, pour la première fois dans l'histoire, offrent à l'homme un véritable outil d'alerte précoce des conflits, et pas seulement un moyen d'y participer. Les analystes des sources ouvertes, les journalistes, les organisations civiles, tous peuvent aujourd'hui détecter la préparation à la guerre dès ses premiers stades, tirer la sonnette d'alarme tant que la diplomatie est possible. Auparavant, cette possibilité n'existait pas. Elle n'existait tout simplement pas. La massue qui est devenue intelligente. Et c'est là que je veux dire quelque chose qui me semble plus important que toute la discussion technologique que nous avons eue ces 10 dernières minutes. L'homme, par nature, résout encore les conflits aujourd'hui de la même manière qu'il le faisait il y a déjà 10 000 ans. Rancœur, colère, humiliation, main tendue vers la massue. C'est juste que la massue, au fil des millénaires, est devenue de plus en plus intelligente, elle volait de plus en plus loin, elle atteignait sa cible de plus en plus précisément. D'abord une pierre, puis une épée, ensuite la poudre à canon, puis la bombe atomique. Aujourd'hui, un drone doté d'intelligence artificielle. Demain, peut-être, une armée autonome qui ne connaît ni la fatigue, ni la pitié, ni le doute. Le problème, ce n'est pas la massue. Le problème, c'est la main qui s'en empare chaque fois que l'émotion l'emporte sur la raison. Eh bien, nous savons tous cela, n'est-ce pas? L'émotion prend le dessus, comme c'est souvent le cas, et la main se tend vers, et c'est peut-être ici que se trouve l'idée la plus inattendue de cette vidéo. Peut-être que c'est justement l'intelligence artificielle. C'est-à-dire la technologie dont nous avons tous, moi y compris, sincèrement peur. Peut-être qu'elle pourrait devenir ce qui, enfin, nous obligera à apprendre à nous maîtriser. Je vais essayer d'expliquer. Contrairement à l'homme, une machine ne se met pas en colère, elle calcule. Et si nous lui apprenons à calculer, non pas comment tuer plus efficacement, mais comment prévenir. Nous aurons peut-être un miroir dans lequel, pour la première fois dans l'histoire, l'humanité pourra se regarder et voir son propre manque de retenue de l'extérieur, sans émotion, sans ressentiment. Simplement comme un fait. Parce que si nous n'apprenons pas à nous maîtriser, tôt ou tard, nous le ferons, messieurs. Peu importe avec quoi. Des cyborgs, de l'intelligence artificielle, de la bombe atomique. Qui, je le rappelle, est toujours en état d'alerte dans une dizaine de pays. Toute invention suffisamment puissante qui se retrouve entre les mains de l'humanité, qui n'a pas encore appris à maîtriser sa propre colère. Tôt ou tard, la question n'est plus de savoir qui va gagner, mais qui va survivre? Ou plutôt, est-ce que quelqu'un va survivre? Eh bien oui. Peut-être les Bushmen, ou quelque part là-bas au Congo, les Pygmées. D'ailleurs, à ne pas manquer, j'ai lancé une nouvelle chaîne Telegram, qui s'appelle comme celle-ci, Léon Weinstein US. Eh bien, en lettres anglaises, Léon Weinstein US. J'y publie des réflexions courtes, des liens vers des sources qui ne tiennent pas dans les vidéos, et parfois des contenus qui y paraissent avant d'être publiés ici. Si vous voulez avoir une longueur d'avance, allez-y, abonnez-vous. C'est gratuit, et ça ne prendra que 10 secondes. Je veux finir sur la lumière, et non sur l'angoisse. La lumière et l'obscurité, n'est-ce pas, pour ainsi dire? Parce que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu une seule invention, du feu à l'atome. Que les gens n'ayant pas appris, eh bien, au moins, à un certain point, au bout d'un long chemin, à garder sous contrôle. Ça ne marche pas tout de suite. Oui, avec le feu. Vous vous souvenez? Combien de fois la terre a brûlé? Mais pas sans victime ni erreur. Mais on y arrivait. Et nous, contrairement à toutes les générations précédentes, nous avons quelque chose que personne n'avait avant. Un accès instantané aux connaissances des uns et des autres. Voir les erreurs de notre voisin avant de les refaire nous-mêmes, aussi étranges que cela paraisse aujourd'hui.
Cette même intelligence artificielle qui, si elle est utilisée correctement, est capable de ne pas nous détruire. Et pour la première fois dans l'histoire, nous montrer nous-mêmes. Sans phare, ce sera terrible bien sûr. La liberté. Nous serons tous choqués. La liberté commence toujours par une chose simple, par la capacité d'une personne à d'abord réfléchir, et ensuite agir. Ce n'est pas comme le KVN, où l'on parle d'abord et réfléchit ensuite. C'est tout le contraire. Les technologies du XXIe siècle nous ont donné un miroir. La seule question est la suivante. Aurons-nous le courage de nous y regarder ? Et c'est une question terriblement difficile, croyez-moi. Mais pourquoi me croire ? Vous n'avez absolument pas besoin de me croire. Essayez vous-même. Si cette conversation vous a plu, abonnez-vous et mettez un like. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez des armes autonomes du futur. Et si vous voulez aller plus loin, il y a une autre chaîne qui s'appelle Feuille de route vers la liberté. Abonnez-vous là-bas 2 fois par semaine. J'approfondis un peu plus là-bas. Et les émissions ne sont pas pour tout le monde, mais pour certains seulement. Au revoir, à la prochaine.